Merci d'abord Renato pour votre invitation à venir parler devant vous. En entrant, alors j'ai failli refuser quand j'ai eu les consignes de votre exercice en 20 minutes le séminaire 10, pourtant vous avez un peu insisté, je me suis dit en relevant le défi. Donc bon, je vais tenter de tracer quelques lignes parce qu'évidemment là vous avez réussi quelque chose. Je vais prélever quelques grands axes qui servent à fixer un petit peu la richesse inouïe d'un séminaire. En entrant là dans l'hôpital, d'un seul coup m'est venu avant, j'ai travaillé 10 ans à l'hôpital en médecine comme psychologue, et l'angoisse du médecin. Tout de suite, comme ça. Qu'est-ce qu'il en est de l'angoisse du médecin au jour d'aujourd'hui? Est-ce que les médecins parlent de leur angoisse? Est-ce que la médecine leur laisse parler de leur angoisse? Vous savez que Lacan a beaucoup parlé de l'angoisse du savant, par exemple. Oppenheimer, qu'est-ce qu'il en est quand quelqu'un invente quelque chose qui va déroger l'ordre du monde du côté de la destruction? C'est un point, alors j'ai beaucoup travaillé, effectivement, qu'est-ce que Kierkegaard est venu faire chez Lacan, puisque tout au long de son œuvre, ce nom propre revient comme ça de manière très précise, émiettée, et en même temps de façon fondamentale. Et j'ai montré que Lacan rebondit sur une chose que Kierkegaard a pu dire 1840, avec la montée du rationalisme, de la science, qui est que la civilisation, la science, balbutiement, mais montante, eh bien ça a un effet d'angoisse sur le sujet contemporain. Vous lisez ça en toute ligne chez Kierkegaard. Il y a ça chez Lacan aussi. Et pourquoi? Quel est le lien? Eh bien précisément chez Kierkegaard parce que dès lors que le discours qui permet de définir, de comprendre quelque chose du sujet parlant se pense sous l'angle du pour tout X, quand on dit quelque chose, il faut que ce soit universel, et bien justement il y a quelque chose du sujet et de sa particularité qui se dissout. Et Kierkegaard a l'idée que ça a un effet d'anxiété dans la civilisation. Bon. Voilà, excusez-moi pour cet excursus, on peut en reparler après, mais je pense que ce n'est pas sans lien avec la clinique. Hein. Alors, bon, donc séminaire Carrefour, vous l'avez dit, séminaire 10 que Jacques Alain Miller avait comparé dans son cours à un atelier de fabrication. Un cabinet de curiosité extraordinaire parce que Lacan convoque eh bien, un certain nombre de savoirs multiples, là aussi, l'embryologie, la mythologie, la littérature, la topologie, des cas d'analyse post-freudien, un cas de Lacan lui-même. Un cas, c'est, j'ai presque envie de dire extravagant parce qu'il est extraordinaire, on comprend. Bon, et c'est assez rare d'ailleurs chez Lacan. Il y a de la philosophie, il y a un voyage au Japon, enfin bon. Des considérations multiples sur le corps. On est en 62-63, et contrairement à ce qui commence à se dire aussi à l'époque, vous faites bien de parler du contexte, c'est déjà la réputation d'intellectualisme de la psychanalyse lacanienne. André Green, fidèle auditeur du séminaire, dira des choses très, très dures là-dessus et très fausses. Puisqu'on voit que là, on est au séminaire 10 et on a un séminaire sur le corps, quand même. Et la question de la jouissance et du désir, enfin... Alors tout cela est manié évidemment en vue de l'élaboration d'un objet fondamentalement inédit dans l'histoire de la psychanalyse, mais disons-le, dans l'histoire de la pensée, dans l'histoire de la philosophie et de la science, l'objet même du sujet humain. Alors pour le faire entendre, Lacan dit, page 248, il revient de ses vacances au Japon, voilà ce qu'il dit, il s'agit cette année de ce lieu subtil que nous tentons de cerner, de définir, ce lieu jamais repéré jusqu'ici dans tout ce que nous pourrions appeler le rayonnement ultra-subjectif, ce lieu central de la fonction pure du désir, ce lieu est celui où je vous démontre comment A se forme, A, l'objet des objets. Magnifique, ça plante le décor. Et là il rajoute justement, il y a le lien à la science, pour faire sentir la différence, ce qu'on commence à appeler à l'époque l'objectivité, c'est propre à la pensée scientifique. Et là, l'objet en psychanalyse, appelait ça à l'époque l'objectalité. Et Lacan l'a défini
terme qui ne reste pas beaucoup, mais enfin, l'objectalité, il dit, c'est le corrélat d'un pathos de coupure. Ça, il est relativement magnifique. Le pathos et la coupure. Enfin, bon. Alors le séminaire 10, effectivement, c'est le séminaire, c'est l'acte, je ne dirais pas que c'est l'apogée, je dirais que c'est l'acte de naissance de l'objet A. Alors, vous avez raison de dire l'apogée, le concept, cette lettre A, elle est en jachère dans le séminaire de Lacan, depuis le séminaire 1. Il y a déjà cette petite lettre A qui veut dire autre chose, et qui prend, avec le séminaire transfert, déjà la valeur quelque chose. Mais là, vous avez explicitement le 9 janvier, dans la séance, là, c'est la naissance il prend son statut de concept à part entière. Alors pourquoi, évidemment, dans le séminaire sur l'angoisse? Eh bien, parce que la thèse fondamentale de cette année-là, enfin, part de là, vous venez de le dire, parce que Lacan s'inscrit en faux contre l'idée que l'angoisse, selon la définition classique, eh bien, qui la distingue de la peur, c'est qu'elle est sans objet. On sait de quoi on a peur, on a peur de quelque chose, par contre on ne sait pas ce qui nous angoisse. C'est classique, hein, vérifiable cliniquement, je suis angoissé, je ne sais pas par quoi. Est-ce parce qu'on cherche mal? Est-ce pas plutôt parce que l'objet ne se voit pas, cet objet des objets, parce qu'il n'est pas visible? L'angoisse a bien un objet, évidemment, Lacan s'appuie sur, vous venez de le dire, sur Freud, ce qui était aussi l'idée de Kierkegaard, un petit peu quelque chose, Lacan, ce petit livre de Kierkegaard, 1844, le concept de l'angoisse. Jamais on avait écrit ça avant, et Lacan fait ses choux gras à la fin du séminaire. Qu'est-ce que ça veut dire de dire le concept de l'angoisse? C'est un drôle de paradoxe. Et donc, effectivement, voilà, Kierkegaard avait l'idée qu'il y a un objet qui a rapport avec le désir, le péché, la faute. Alors, donc, l'objectita n'est pas visible, il n'est pas représentable, c'est pour ça que Lacan dira que l'objet A n'est pas spécularisable. Pour dire qu'il ne se réfléchit pas dans le miroir. Pourquoi? Eh bien parce que l'objet A, disons-le très simplement, c'est l'objet du manque. L'objet comme manque. Comment voir un manque? On voit toujours que... Et notez, alors, phrase aussi de Lacan, puisque pourquoi l'objet A dans ce séminaire? Quoi, attrapé par l'angoisse? C'est bien, Lacan dit ça, page 119, l'angoisse est la seule traduction subjective de l'objet A. La seule traduction subjective de l'objet A. Michael Bassol, donc collègue de Barcelone, avait fait une conférence sur l'angoisse. Je crois que beaucoup de gens ont retenu d'ailleurs, et que moi j'avais beaucoup apprécié parce qu'elle convoquait une petite illustration cinématographique qui, moi, me parlait bien, en évoquant le film Alien. Le premier Alien, pas les suivants justement. Et pourquoi? Parce qu'il montrait que la force du film, et qui était précisément de générer un affect particulier qui est l'angoisse, pas la peur comme classiquement dans un film fantastique, c'est que le monstre, dans le 1, n'est jamais montré. On ne le voit pas. Voilà ce que les films, le cinéma d'horreur ou fantastique ratent souvent, c'est la fascination pour le fait de montrer le monstre. Dès lors que vous montrez l'objet, c'est autre chose qui se passe. Ou c'est la peur, ou c'est le ridicule. Donc, l'imminence, on va revenir là-dessus, du danger, mais justement qui n'est pas là. Enfin, qui va surgir et qui ne se présente pas par IDEA, par son image. Alors, je voulais remarquer bien la différence, rajouter qu'il y a quelque chose dans la peur d'objectif, même si Lacan va brouiller aussi encore le lien entre angoisse et peur, mais quelque chose dans la peur d'objective, alors que, au fond, dans l'angoisse, eh bien, il y a quelque chose de subjectif, en tant que ça touche le sujet intimement. Voilà. Alors, vous remarquerez qu'on dit avoir peur et on dit être angoissé. Bon. Alors donc, c'est le premier séminaire
exclusivement consacré à un affect, au 10e. Pourquoi celui-là? Eh bien, vous savez, parce que contrairement aux autres affects, Lacan va dire, l'angoisse, elle, ne trompe pas. Les autres affects sont toujours trompeurs. C'est pour ça que, c'est pas pour ça, c'est pour ça d'ailleurs que Lacan a fait ce jeu de mots, le sentiment. Les manifestations des affects, au fond, il y a toujours quelque chose d'un peu discordant par rapport entre l'éprouvé et ce qui joue au niveau inconscient. C'est le fou rire qui vient à un moment de gêne au cimetière, c'est un grand moment de joie, vous êtes frappé par les larmes et de la tristesse. Bon, voilà. L'angoisse, elle, tranche avec ça, puisque tout au contraire, il y a un caractère de certitude. C'est un mot qui revient sur ce qu'elle révèle quand elle étreint le sujet. Elle est, comme on dit, l'indice du réel. Un réel qui surgit, qui convoque, qui enserre. Hein, c'est la manifestation phénoménologiquement d'enserrer quelque chose lié aussi à la respiration, à l'oppression. Traumatisme de la naissance, il y a des petites choses de Lacan à la fin, c'est quelque chose qui prend quand même à la gorge du côté du souffle de la vie. Quand même. Bon. Elle se dialectise difficilement avec des mots. Elle ne se lève pas de la même manière qu'un symptôme, tel qu'a pu découvrir la levée du symptôme dans son lien au signifiant dans la découverte freudienne. D'ailleurs, Jacques Alain disait justement dans son cours que si Lacan choisit de parler de l'angoisse, c'est parce qu'elle est un mode d'accès à l'objet A qui montre justement que le grand autre, ça n'est pas du langage. Ça n'est pas réductible à qu'une histoire de signifiant. Il y a un reste qui, lui, mordicus du côté de quelque chose qui résiste, un reste qui ne passe pas dans la chaîne signifiante.